Oui, je veux bien intervenir. Bonjour à toutes et à tous. Merci à André de son invitation et à François de cette animation. Moi, je suis sensible au fait qu'un système scolaire est traversé par une contradiction relativement indépassable. Un système scolaire doit sélectionner, et on ne va pas dire le contraire. Tous les systèmes scolaires sélectionnent et ils sélectionnent très tôt. Et un système scolaire doit en même temps former. Et tout enseignant est donc confronté à cette contradiction qui le traverse, qui est une contradiction structurelle, et il est amené à ce que Gusdorf, qui n'était pas un gauchiste, expliqué dans les années 1950, a joué le double jeu. Le double jeu, c'est-à-dire il doit effectuer une évaluation qui lui permet de faire fonctionner la raffinerie scolaire, qui est là, quoi que nous en pensions et quoi que nous voulions, et en même temps, il doit exercer une évaluation qui est un soutien aux apprentissages. Alors, et qui permet à chaque élève de progresser et de se dépasser. Ce qui veut dire que promouvoir ce type d'évaluation est un combat permanent. C'est un combat permanent, ce ne sera jamais fini. C'est quelque chose que dans l'institution nous devons faire exister. C'est quelque chose qu'il faut lutter pour faire exister. C'est quelque chose qui exige une mobilisation permanente des acteurs. Il faut qu'au sein d'une évaluation structurante, excluante, nous fassions exister une évaluation pédagogique, incluante, qui fait progresser chacun des élèves. Alors pour cela, il y a à mon avis un certain nombre de conditions à réunir. La première condition, André l'a évoqué, c'est évidemment de sortir de la confusion de l'évaluation et de la notation. Je ne suis pas sûr qu'on en soit vraiment sorti de cette confusion-là. Il y a bien des collèges sans notes, etc. Mais dans l'imaginaire collectif, l'évaluation, c'est quand même très largement la notation, c'est-à-dire le chiffre, c'est-à-dire ce qui est quantifiable et mesurable. Ça, c'est un danger majeur parce que cela voudrait dire que ce qui n'est pas quantifiable et mesurable ne pourrait pas être évalué et donc finalement ne serait pas formé. Quand on parle de l'évaluation de l'éducation artistique et culturelle, de l'évaluation de la formation à la citoyenneté, de l'évaluation de la formation à l'autonomie, qui sont des objectifs extrêmement salutaires, comment les mesure-t-on ? Peut-on les mesurer avec des chiffres ? Sans doute pas, ou pas vraiment. On peut trouver des indicateurs d'évaluation. Des indicateurs d'évaluation. Et c'est là qu'il me paraît intéressant que ces indicateurs d'évaluation, ils soient élaborés, construits, réappropriés par les enseignants eux-mêmes. Il faut que les enseignants puissent travailler et se dire « je considère que le nombre d'exposés qu'un élève fait chaque année dans la classe, c'est un indicateur d'évaluation de la prise de parole, de l'accès à l'autonomie, de la démarche documentaire. » Et il faudrait qu'au sein d'un lycée, au sein d'un collège, au sein d'une école, on puisse se donner des indicateurs comme ça. Si à la fin de l'année, tous les élèves n'ont pas fait 4 exposés devant leurs camarades, eh bien, effectivement, nous considérons que sur ce domaine-là, nous n'avons pas fait le job. On peut se donner cet indicateur d'évaluation, on peut se donner d'autres indicateurs d'évaluation. Quel est le nombre d'élèves qui se présentent pour les élections de délégués? Quel est le nombre d'élèves qui vont aux formations à la citoyenneté? Quel est le nombre d'élèves qui empruntent des ouvrages à la bibliothèque? Combien de temps ils les gardent, etc., etc. On peut se donner des indicateurs de ce type. Et je pense que les enseignants ne sont pas assez hardis pour se donner des indicateurs alternatifs sur des questions qui sont déterminantes. Par exemple, le ministre nous a dit, et je pense qu'il a raison, qu'il faut former à l'oralité. Alors, bon sang de bois, former à l'oralité, prenons ça au sérieux. Combien d'élèves ont l'occasion de prendre la parole d'une manière préparée, structurée, devant leur classe au cours de l'année ? Et est-ce que tous les élèves ont cette possibilité ? Est-ce qu'ils ont tous été préparés à cela ? Sinon, eh bien, le grand oral, ça apparaîtra effectivement comme une course de petits chevaux où un certain nombre de gens, un peu plus entraînés culturellement et familialement, réussiront mieux que les autres. Donc, je crois que cette question du rapport entre les critères et les indicateurs est une question essentielle. Les critères sont définis par l'institution. Les indicateurs doivent pouvoir être construits par les acteurs au regard des finalités de leur enseignement. Ensuite, le deuxième élément, sur lequel j'insisterai pour donner de la valeur à cette évaluation apprentissage, c'est une évaluation qui soit intériorisée.
il n'y a pas d'évaluation utile qui ne soit une auto-évaluation. Il faut que l'autre intériorise ce que je lui dis pour qu'il l'utilise pour progresser. Et ça, c'est un des enjeux majeurs. Je crois qu'une des finalités fondamentales de l'école, c'est l'intériorisation de l'exigence par les élèves. Si les élèves ne sont exigeants avec eux-mêmes que parce que l'enseignant est derrière eux, ou qu'ils ont peur de la sanction, quand l'enseignant ne sera plus derrière eux et qu'ils n'auront plus peur de la sanction, l'élève ne sera plus exigeant avec lui-même. C'est-à-dire qu'il ne sera plus porté par l'exigence de la précision, de la rigueur, de la vérité, de la probité. Et donc notre objectif, là, notre finalité, c'est bien de faire intérioriser l'exigence. Faire intérioriser l'exigence. Et ça ne peut passer que par des formes d'évaluation qui sont des évaluations fondamentalement interactives. Moi qui viens de la pédagogie freinée, par exemple, eh bien, on pratiquait une forme d'évaluation qui ne s'appelait pas comme ça, qui était, par exemple, la mise au point d'un texte, qui a été fait en texte libre. Bon, voilà, le petit Arnaud ou la petite Sonia a fait un texte. Eh bien, elle a écrit ce texte, elle va avec l'enseignant devant ses camarades, elle écrit ce texte au tableau ou sur le TBI, peu importe. Et puis là, s'engage une réflexion avec le groupe. L'enseignant demande au groupe « Qu'est-ce que vous pensez du texte de Sonia ?» Et Marc dit là je comprends pas. Julien dit, Myriam dit, et chacun fait des propositions. Et que fait l'enseignant? Il se tourne vers l'élève en question et lui dit « Qu'est-ce que tu penses de l'objection de ton camarade ?» Et c'est ça qui est important. C'est pas que l'élève qui a fait le texte adopte ou n'adopte pas la proposition du camarade. C'est qu'il réfléchisse pour savoir si la proposition de son camarade l'amène ou non à améliorer son texte. C'est-à-dire qu'il se pose ces questions de façon à entrer dans ce que Jean Piaget appelle la décentration. C'est-à-dire la capacité à regarder ce que l'on fait avec l'œil d'autrui exigeant qui ne comprend pas et qui veut comprendre, qui ne voit pas exactement ce qu'on veut dire et qui veut voir exactement ce qu'on veut dire, etc. Alors si je transpose ça dans la relation et dans le concret de la classe, ça veut dire que, en toute rigueur, une évaluation devrait plus exactement être systématiquement l'occasion d'une reprise du travail. Moi, à l'université même, je pratiquais systématiquement la double évaluation. L'université m'imposait des notes sur 20. Bon, tout ça peut être discuté, bien évidemment, je n'y étais pas favorable. Je mettais toujours une première note à une dissertation, mais je donnais 2 ou 3 conseils et je demandais aux gens de reprendre la dissertation. Ça n'a aucun intérêt si le sujet ne reprend pas son travail pour l'améliorer. Reprendre son travail pour l'améliorer, c'est intérioriser l'exigence. C'est prendre ce qui vous a été donné par l'autre, par l'enseignant ou par un autre élève, dans le cas du texte libre que je vous citais, c'est le prendre pour soi et aller vers cette intériorisation que décrit très bien Vygotsky quand il dit que tout progrès suppose le passage de l'interpersonnel à l'intrapersonnel. Si la relation évaluative, elle reste interpersonnelle, le prof me juge, on ne progresse pas. Pour que la relation évaluative devienne un outil de progression, il faut qu'elle soit intrapersonnelle. C'est-à-dire que la critique du professeur, j'en comprenne la pertinence parce que je l'intègre pour essayer d'améliorer mon propre travail. C'est pour ça que si on va jusqu'au bout de cette logique, la seule évaluation qui serait une évaluation cohérente avec le projet éducatif de l'école, ce serait une évaluation par le chef-d'œuvre. Comme mon ami Peppenster le propose, c'est-à-dire qu'on puisse permettre d'élaborer quelque chose, de le remettre en chantier et qu'au bout du compte, il y ait une évaluation finale qui ne soit qu'une évaluation de labellisation en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle je crois que le contrôle continu, pour ma part, n'est pas une formule pédagogiquement satisfaisante. C'est le plus souvent d'ailleurs, non pas un contrôle continu, mais un examen continu. La formule que nous avions tenté de mettre en place en 1998, quand j'avais proposé l'instauration des travaux personnels encadrés, était d'une toute autre nature. Il s'agissait d'élaborer quelque chose avec le conseil des professeurs, de le remettre en chantier, jusqu'à ce que ce soit complètement satisfaisant, pour aller jusqu'à
une mouture qui devait in fine être simplement validée par oui ou par non. Oui, vous vous êtes dépassé, vous avez fait quelque chose qui est satisfaisant, ou non, vous ne l'êtes pas. Et je pense qu'à terme, c'est cela qui devrait être, me semble-t-il, notre horizon. C'est pas une évaluation par contrôle continu, c'est une évaluation par unité de valeur. Alors on me dit c'est pas possible, mais c'est pas vrai. Il y a des tas de pays qui pratiquent l'évaluation par unité de valeur. Ça a été pratiqué en France dans les universités, dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement professionnel, puis abandonné parce qu'il y a eu la tyrannie d'un certain nombre de référentiels extrêmement taxonomiques qui ont fait parcelliser en quelque sorte l'évaluation et donc qui ont fait dissoudre le projet par lequel la personne se projetait. Et donc je pense qu'il y a ça. Et puis je vais terminer pour ne pas être trop long, mais l'évaluation, je suis complètement d'accord avec André, c'est pas simplement un problème scolaire, c'est un problème sociétal. C'est un problème sociétal très important aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on évalue tout et partout. Moi, je vais acheter un livre chez un grand magasin. Le lendemain, je reçois un mail me demandant d'évaluer mon vendeur. Je vais voir une pièce de théâtre ou manger dans un restaurant. Une fois sur deux, je reçois un message me demandant d'évaluer mon vendeur ou d'évaluer ce que j'ai mangé. C'est une idéologie quand même extrêmement étrange. C'est une idéologie qui est fondée sur l'idée qu'au fond, la qualité est liée à la concurrence. C'est-à-dire que plus on met les gens en concurrence, plus on crée de la compétition, plus on obtient de la qualité. On peut défendre cette idéologie. On peut la défendre, C'est l'idéologie traditionnelle, c'est l'idéologie de la fameuse fable des abeilles de Mandeville, XVIIe siècle, voilà. On peut aussi se dire qu'on pourrait imaginer quand même d'autres modes de relations entre les humains, qui soient plus sur le mode de la coopération que de la concurrence systématique. D'autant plus que, et c'est là le deuxième aspect grave de cette évaluationnite, de cette folie de l'évaluation, c'est la confusion entre les personnes et l'évaluation qu'on a d'elles. C'est-à-dire qu'on finit par réduire les personnes ou les institutions à leur évaluation. C'est ce que j'appelle dans mes travaux l'essentialisation qui est à l'œuvre aujourd'hui. La réduction des personnes à une note ou à un symptôme. Cet enfant, il est dyslexique. Et il n'est rien d'autre que dyslexique. Mais non, un enfant n'est jamais rien d'autre que dyslexique. Il est un enfant qui est passionné par un certain nombre de choses, qui a envie de faire des choses. Et c'est ça qu'il faut comprendre si on veut le faire progresser, y compris dans sa dyslexie. L'évaluationnite telle qu'on la voit aujourd'hui, en réalité, elle est centrée sur l'identification des manques et non des ressources, des déficits et non des richesses, de ce qui exclut et non pas de ce qui intègre. On évalue pour exclure. Un tel, il est évalué, il n'a plus le droit d'être là, on va l'envoyer ailleurs. L'évaluation qui exclut, c'est une évaluation essentialisante, c'est une évaluation réductrice. Le pédagogue que je suis, puisque François a eu la gentillesse de m'appeler comme ça, c'est quelqu'un qui s'efforce, alors il n'y réussit pas toujours, qui s'efforce de se dire une personne n'est jamais réductible à ce que j'en sais, à ce que j'en vois, à ce que j'en dis, à ce que j'en évalue a fortiori. La personne déborde toujours par rapport à toutes les évaluations et c'est parce qu'elle déborde que je peux l'éduquer. Elle déborde toujours, même dans le pire des cas. Je rappelle parfois, il faut le rappeler, ces remarques de Robert Badinter au moment de l'abolition de la peine de mort, disant « Un être ne se réduit pas à ses actes, fussent-ils les plus horribles ». C'est-à-dire qu'il déborde. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le tuer. C'est parce qu'il est toujours plus que ce que j'en sais, que ce qu'il a fait. Il est toujours au-delà. Il y a un débord par rapport à... Et c'est parce que nos élèves ne sont jamais que leurs notes, que leur diagnostic, que leur niveau de développement, que leur milieu social. Ils sont toujours autre chose, ils sont toujours un peu plus que cela, ils sont toujours des sujets, pour dire les choses en termes simples, que nous pouvons engager une relation qui n'est pas une relation de dressage, mais d'accompagnement à la liberté. Et moi, je m'inquiète aujourd'hui, comme André, de la folie de l'évaluation,
parce que ça peut être une folie de l'essentialisation, ça peut être une folie de la catégorisation systématique, à travers la catégorisation de l'exclusion, et à travers l'exclusion, et préfiguration quand même d'une société qui ne serait pas fondée sur complètement la solidarité. Donc voilà. Il faut combattre pour ça. Je ne suis pas sûr que l'institution puisse, au niveau institué, d'ailleurs, les parents ne le voudraient pas, supprimer toute forme d'évaluation sommative, mais je suis convaincu que les enseignants ont à incarner une évaluation pédagogique au quotidien, à militer, à lutter pour cela, et que c'est une lutte qui n'est pas terminée, et que je remercie André de mener d'une manière aussi forte et importante depuis des années. Voilà, je m'arrête là. Moi, je n'ai pas de réponse particulière à ça, mais je souhaiterais juste d'un mot prolonger ce qui a été dit par la collègue. Je crois que derrière l'évaluation qu'André a proposée par contrat de confiance, il y a une idée forte et simple. L'évaluation, c'est pas fait pour être meilleur que les autres, c'est fait pour devenir meilleur que soi-même. C'est Albert Jacquard qui disait ça, et je pense que c'est la meilleure formule qu'on ait jamais utilisée pour définir le caractère pédagogique de l'évaluation. Moi, je suis très très favorable à la proposition d'André, mais je voudrais dire, pour travailler régulièrement avec des enseignants dans le cadre de formation, ils ne sont pas nombreux ici, les enseignants en activité, mais donc on peut parler, non pas à leur place, mais en renvoyant à ce qu'ils disent, qu'il y a une multitude de possibilités pour aller vers une évaluation pédagogique. Vous avez parlé des professeurs de PS. Moi, j'ai beaucoup appris des professeurs de PS. Beaucoup appris. Par exemple, quand j'ai découvert que quand ils évaluaient le son en hauteur, ils l'évaluaient à la fois sur la performance, c'est-à-dire la hauteur, mais aussi sur la compétence. C'est-à-dire qu'un élève en surcharge pondérale, eh bien, on n'évalue pas simplement la hauteur qu'il est capable de sauter, on évalue aussi sa capacité à comprendre la compétence du saut en hauteur, déplacement du centre de gravité, prise du point d'appui, etc., etc. Ce qui fait que l'élève en surcharge pondérale peut avoir une bonne évaluation au saut en hauteur, parce qu'on a cherché des indicateurs et qu'on ne s'est pas tenu simplement à la performance. Voilà. C'est ça qui est important. Donc il y a cette possibilité-là, aller chercher les indicateurs d'apprentissage et pas s'en tenir aux strictes performances. Il y a autre chose que moi je propose et suggère souvent, c'est la double évaluation simplement. On n'évalue jamais qu'une fois. L'élève rend un devoir, on l'évalue, nous, on note, on le rend, il le refait, et c'est la deuxième note qu'on prend, intériorisation de l'exigence. Il y a, évidemment, on peut aller vers les unités de valeur dont je parlais tout à l'heure, la pédagogie du chef-d'œuvre. On peut aller vers l'inter-évaluation. Moi, je crois que le vieux proverbe de la paille et de la poutre fonctionne bien. On voit toujours mieux la paille qui est dans l'œil du voisin que la poutre qui est dans le sien. Des élèves qui s'évaluent, évidemment, s'il y a une supervision du maître, il ne s'agit pas de laisser faire ça de façon sauvage, eh bien, ils découvrent à travers les défauts des autres des défauts qu'ils ont eux-mêmes dans leur propre travail. Donc l'inter-évaluation entre élèves, c'est une manière de les faire progresser. Et puis moi, j'avais utilisé, dès mes débuts en tant qu'instituteur, une vieille méthode qui est déjà dans le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson, qui est de dire aux élèves, eh bien écoutez, créez l'outil d'évaluation. Je leur disais même, moi c'était avec des jeunes quand j'étais instituteur, des enfants, je leur disais, mettez-vous à la place d'un instituteur sadique qui chercherait à construire les questions les plus difficiles pour le contrôle de la semaine prochaine. Alors je leur disais, bien sûr, un instituteur sadique, ça n'existe pas. C'est une fiction, mais une fiction utile. C'est-à-dire qu'en vous mettant à la place de quelqu'un qui chercherait à vous coincer, vous allez créer des épreuves d'évaluation. Et vous avez bien compris que c'est l'histoire du laboureur et ses enfants. Quand les élèves ont élaboré les questions les plus difficiles du contrôle et qu'ils les ont élaborées eux-mêmes, ils ont fait la révision. Ils ont appris, ils ont compris. Et donc, il y a une multitude de possibilités qui sont offertes aux enseignants pour sortir d'une vision concurrentielle, performative et exclusive de l'évaluation. Exclusive au sens de l'exclusion. Il y en a une possibilité infinie. Alors, François pose très justement la question, pourquoi c'est pas utilisé et pourquoi ça change pas? Alors, j'ai un peu esquissé la réponse, parce que le système n'est pas fait pour ça. Le système, tel qu'il est aujourd'hui, même si la logique du socle commun aurait dû nous imposer d'en changer les principes,
Le système n'est pas fait pour ça. Dans le socle commun, on s'est arrêté au milieu. C'est-à-dire qu'on définit un socle commun. D'ailleurs, on n'en parle plus tellement du socle commun. C'est plus tellement à l'ordre du jour aujourd'hui. Je sais pas, ça fait partie des trucs qui vont, qui viennent. C'est dommage. On définit un socle commun, mais on ne va pas jusqu'à dire, ce socle commun, il faut, pour l'acquérir, avoir X unités de valeur qui ne sont pas compensables entre elles. Voilà. Si on veut vraiment définir le socle commun, si on veut vraiment faire un examen qui mesure une exigence, il faut arrêter de croire qu'un 13 en géographie peut compenser un 9 en mathématiques, etc. Ce sont des absurdités. Alors je parle évidemment devant les mathématiciens qui sont ici, André Anétan est célèbre, enfin devant n'importe qui, ça ne viendrait jamais à l'idée d'un plombier de dire, quand il a fait votre salle de bain, il y a des fuites dans le lavabo, mais j'ai bien fait le carrelage, ça compense. Enfin, ça viendrait jamais à l'idée de personne. Mais c'est bien ce qu'on demande à un élève. C'est d'être dans cette espèce de pensée stratégique de la compensation qui lui fait perdre de vue finalement la finalité même de l'évaluation. Donc si on voulait aller jusqu'au bout et à la logique du socle commun, il faut arrêter systématiquement la compensation, arrêter systématiquement des évaluations traditionnelles, proposer une évaluation par unité de valeur et considérer que le socle commun est acquis quand l'ensemble des unités de valeur le constituant est acquis. Si l'élève n'a pas fait un exposé d'une demi-heure avec une documentation solide devant ses camarades et que cela est inscrit dans le socle commun, il n'a pas acquis. Et il faut donc que tout le monde l'acquiert. On peut utiliser cette logique. Je pense que les politiques sont restés au milieu du gué dans cette logique-là. Ils sont vraiment restés au milieu du gué. Ce n'est pas tellement une affaire de droite et de gauche. Je vous rappelle que le socle commun, c'est Fillon, quand il était ministre de l'Éducation nationale, après le rapport Tello, et que ça a été repris ensuite par d'autres ministres. Mais on voit bien que, au fond, on hésite toujours à renverser le système de distillation fractionnée. C'est-à-dire qu'on affiche une ambition justifiée, égalitariste, démocratique, mais que, malgré tout, politiquement, on sait quand même, alors je vais vous choquer là, que la suppression de l'échec scolaire poserait aux privilégiés plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Voilà. Parce que l'échec scolaire, comme le disait déjà il y a bien longtemps mon collègue Bernard Charlot, ça n'est pas un problème, c'est une solution au problème de la sélection. S'il n'y avait pas d'échec scolaire, on ferait comment pour envoyer des gens en CAP Il faudrait faire aimer les métiers qu'on fait en CAP. Ça voudrait dire qu'il faudrait les faire découvrir à l'école primaire. Ça nous changerait complètement notre paradigme. S'il n'y avait pas d'échec scolaire, on ferait comment pour envoyer des gens en lycée professionnel il faudrait faire découvrir qu'être ajusteur, c'est un beau métier. Vous imaginez la révolution que ça représente ? Et il faudrait peut-être payer les ajusteurs. Remarquez, les ajusteurs sont assez bien payés. Mais il faudrait peut-être payer les métiers dits manuels un tout petit peu mieux par rapport aux autres. Et donc, si on en reste là, c'est parce qu'au fond, la logique sociétale de la sélection par l'exclusion n'a jamais réellement été combattue au niveau politique. Les politiques ont fait des efforts à un moment pour avancer vers cela, mais c'est un moment, on voit bien que il y a toujours ce qu'on appelle un principe de réalité, qui pour moi n'est pas un principe de réalité, qui est que il faut de l'échec, parce que comme l'a dit André depuis très longtemps, le tiers exclu, le troisième tiers de la courbe de Gauss, il fait fonctionner la machine. La machine fonctionne par promotion du premier tiers et élimination du troisième. Vous le savez, c'est les travaux d'André qui datent depuis de très nombreuses années maintenant. Si on veut changer ça, il faut se poser le problème en termes sociétaux et en termes de courage politique, et je pense qu'on ne l'a pas eu vraiment dans ce domaine. Voilà, pour répondre un petit peu à ce que disait François, mais ça n'est que mon avis. Je comprends bien les collègues qui disent s'il n'y a plus le bac, on ne forme pas, parce que les collègues sont aussi formatés par le système. Le système, au fond, il promeut à chaque instant ce que nos collègues américains appellent le teaching by the test, c'est-à-dire on enseigne pour ce qui est évalué. Voilà. Alors, c'est un handicap. Mais si on change les critères et les indicateurs, c'est un levier. Je reviens à la question des profs de PS.
Comment les profs de PS ont fait progresser leur pratique pédagogique? En révolutionnant leur système d'évaluation. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus dit c'est la performance brute du tour de piste de 300 mètres ou 500 mètres qui compte. Vous allez vous-même vous donner un objectif et on mesurera la différence entre l'objectif que vous êtes donné et le fait de savoir si vous l'avez atteint. Et donc c'est la modification, le passage de ce que j'ai appelé le critère à l'indicateur, et l'indicateur renvoie à une valeur alors que le critère ne renvoie qu'à un chiffre, qui fait qu'on bascule vers une autre conception de l'évaluation. Donc le problème pour moi, c'est moins faut-il une évaluation ou ne faut-il pas une évaluation? Le problème, c'est laquelle. Voilà. Je pense qu'il faut des évaluations. Je vais même dire une chose, c'est que tous les élèves ont droit d'être évalués. Ils ont le droit d'être évalués. C'est un droit, mais ils ont surtout le droit aussi que cette évaluation leur serve pour être plus autonomes et pour progresser. Et je pense qu'à cet égard, nous avons tous à nous dégager de notre passé et de nos représentations traditionnelles. Alors vous avez raison de dire que beaucoup d'enseignants ont été de bons élèves. C'est moins vrai aujourd'hui que ça ne l'a été pour ma génération. Mais c'est surtout vrai que nous acceptons trop facilement de nous identifier à une mission qu'on va dire socio-économique et que nous n'investissons pas suffisamment la mission pédagogique. Voilà. C'est ça qui me paraît inquiétant. J'ai parlé tout à l'heure du double jeu. Je pense qu'il faut jouer vraiment le double jeu. Si on est complètement phagocyté par la mission socio-économique de sélection, d'employabilité, etc., alors effectivement, on a baissé la garde et on a abdiqué sur le plan pédagogique. Et pour moi, la formation des enseignants devrait mettre au premier plan cette nécessité d'être toujours en tension entre ce que l'institution demande et ce que leur mission exige. L'institution demande qu'on oriente les meilleurs élèves vers telle et telle section. Ma mission exige que je ne décourage aucun élève et que je lui offre toujours des possibilités nouvelles de progresser. Et c'est cette double exigence que je crois qu'il faut que les enseignants intègrent et que la formation initiale et continue intègre, ce qui, à mon avis, est très loin d'être le cas.